savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à tous. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Déjà le dernier de cette saison printanière dans les Tout savoir en 24 minutes. De l'actualité particulièrement internationale, mais avant toute chose, ici, c'est depuis hier le rapport. On le sait, son ingérence étrangère, un rapport qui est top secret là, pour la plupart. Tous les morceaux qui sont caviardés dans lesquels on peut voir, entre autres, quels députés, quels élus au Canada ont des liens intentionnels ou involontaires avec des puissances étrangères. Et là, c'est Jagmeet Singh, le chef du NPD, qui a obtenu son accréditation top secrète, puis qui est allé... Qui permet de lire le rapport. Qui permet de lire le accès rapport. au rapport. Il peut pas en parler en détail. Lui est tenu au secret. Il faut justement avoir ces accréditations-là. Il reste là encore, il restait lui comme chef qui l'a pas vu. Pierre Poilievre non plus. Monsieur Yves-François Blanchet est en train de faire ses démarches John Babers pour le lire à son lui, il dit tour. qu'il va le lire à son tour. Il va le lire à son tour, mais... Sauf que là, ce qui frappe cette semaine, c'est que plus tôt dans la semaine, il y a Mme Élisabeth May du Parti vert qui s'est fait accréditer, a fait la lecture. Certains disent qu'elle a transgressé. Moi, je pense pas, mais disons... Parce que normalement, quand tu as lu, tu n'es plus supposé en parler. Elle considère qu'elle n'a pas parlé du contenu du rapport. C'est ça. Mais qu'elle a parlé de son état d'esprit après avoir lu le rapport et non pas des éléments détaillés qui sont dedans. Puis c'est vrai, elle n'a pas révélé aucun des éléments de contenu. Non. Mais elle a dit, écoutez les amis, là, retournez vous coucher. Là. Ben oui. Il n'y a rien là. Soulagé. C'est les mots qu'elle a employés. Je suis soulagé. Il y a un député qui paraît mal, vraiment, là, qui est visé directement par ce qu'on pourrait appeler une espèce de traîtrise ou quoi. Mais c'est un ancien député. Il ne siège plus. Mais elle dit, les collègues, les députés présentement avec qui je siège, il n'y en a aucun là, qui a... Il y en a peut-être qui ont... Une apparence de... Non, mais qui ont été manipulés ou qui se sont fait jouer des tours par des puissances étrangères, mais il n'y en a aucun qui, consciemment, là, a été un traître ou... Bon. Fait que là, tu te dis, bon, ben... Elle n'a pas raison de mentir. Elle rassure tout le monde. En même temps, c'est un peu surprenant parce que tu te dis, moi, je l'ai lu le rapport. Là. Puis il est caviardé, on n'a pas les noms, mais il a l'air quand même d'avoir des affaires inquiétantes. Et tout ça pour dire que là, Jagmeet Singh, lui, fait la même chose qu'Élisabeth May. Après avoir lu le rapport, dit, moi, je vais exprimer au public mon état d'esprit. Oui, il a expliqué ce qu'il peut dire, parce qu'il veut pas que la police débarque chez lui, parce que ce serait ni plus ni moins que criminel de révéler ce qu'il y a dedans. Absolument. Mais lui, il dit complètement le contraire que Mme May, là. Complètement le contraire. Lui dit que c'est un rapport qui est explosif et il parle même de traître au pays. Là. C'est des termes qu'il a employés. Il parle véritablement de traître qu'il pourrait y avoir. Il dit qu'il est alarmé, que les conclusions sont encore plus solides selon lui là, quand tu peux le lire complètement décaviardé. Ce document-là explique que dans son parti à lui, il n'a pas besoin de faire un ménage, mais il veut pas... Et puis il parle plus loin que la Chambre des communes aussi. Puis ça, c'est intéressant. Il dit c'est des élus d'à peu près tous les niveaux là, qui peuvent être visés dans tout ça. Ça, c'est une autre affaire qu'on n'avait pas vue. Est-ce que ça pourrait contenir des élus municipaux ou des élus des législatures des provinces? Semble-t-il que oui. Selon Jagmeet Singh. Encore une fois, c'est ce qui est habile, je pense, de la sortie de Jagmeet Singh. C'est quand il parle... Jamais il va dire directement quelque chose, mais toujours par mots interposés, dit qu'on devrait, par exemple, se méfier ou vérifier à tous les niveaux de gouvernement pour pas qu'il y ait de l'ingérence étrangère. Donc, révèle un peu qu'il pourrait y en avoir comme ça, oui, municipal, provincial, et en plus du fédéral. Et là, honnêtement, puis il a parlé, il a dit que ça prendrait des conséquences pour les députés qui ont aidé sciemment les gouvernements étrangers, qu'il faudrait les enlever de leurs fonctions. Non, il est allé... C'est à se demander, Mario, s'ils ont lu le même rapport, lui et Mme May. Là. Ben vraiment. C'est fou. Deux personnes à 2 jours d'intervalle ont accès au même rapport secret, convoquent la presse, disent exactement des conclusions différentes. Totalement différentes. Bon, je vais amener une nuance. Jagmeet Singh est d'origine sikh. Oui. Les Sikhs au Canada, on le sait, parce qu'ils sont... Il y a des séparatistes sikhs en Inde, il y a cette tension qui existe. Les Sikhs sont visés par l'Inde. Ouais, je veux dire, Jagmeet Singh lui-même est interdit de territoire en Inde. Il ne doit pas y aller. Et donc, se pourrait-il que Jagmeet Singh a vu son propre nom dans le rapport? Genre que lui-même a été visé par des députés ou des conseillers municipaux ou des maires ou quelqu'un d'autre d'origine indienne ou des interventions de l'Inde et que c'est ça, tu sais, qui rend... Quand c'est ton propre nom,
tu trouves ça naturellement grave, là, tu t'es plus outré. Ou d'autres sikhs. Je me suis posé la question, mais sincèrement... Il avait déjà dit avoir été lui-même la cible d'ingérence étrangère. Parce que là, on essaie de comprendre comment ils ont pu arriver à des conclusions aussi contraires. Là, j'entends des gens dire, ben là, Yves-François Blanchet, lui, il va le lire, fait que là, on va avoir leur juste, l'espèce de juge Salomon entre les deux, mais techniquement, mettons que j'ai 3 versions, Yves-François Blanchet, Elisabeth May, puis Jagmeet Singh, là. Pourquoi moi j'ai confiance en un plutôt qu'à l'autre? Peut-être que quelqu'un va dire là, OK, il n'y a pas d'ingérence au Québec, fait qu'il trouve pas ça grave, non, là, monsieur François Blanchet. Non, tu sais. Fait que, mais j'avoue que ce sujet-là, c'est devenu tellement mêlé. Tu sais, je serais curieux de voir un Vox Pop de Guy Nantel, là. Oh boy! Oh boy! Parce qu'à mon avis, même les gens généralement bien informés sur celle-là sont perdus, là. Ben, parce que là, t'as un rapport qui nous a dit qu'il y a des députés qui seraient des traîtres. Moi-même, on a tous couvert cette nouvelle-là comme une nouvelle. Moi, je l'ai lu, le rapport. Mais nous, on l'a. Il faut que les gens comprennent. Quand moi, je le lis, c'est caviardé. Il n'y a jamais de nom, là. Ouais, puis tout ce que... C'est enlevé. Il y aurait ici là, un paragraphe avec un nom de député, mais il n'est pas là, ce paragraphe-là. Il a été enlevé. Ah, c'est presque impossible de faire du sens là-dedans. Puis on pourrait, honnêtement, j'y pense, on pourrait remonter encore plus loin. Là, parce que le dossier de l'ingérence, ça a parti au départ... C'est un foutoir depuis le début. Ben, c'est un foutoir depuis le début. C'était les révélations du Globe and Mail selon lesquelles les services secrets ont tenté d'apprendre à Justin Trudeau qu'il y avait de l'ingérence étrangère. Justin Trudeau n'aurait pas réagi. Est-ce que c'est à savoir... Mais le gouvernement Trudeau nous dit qu'on n'a pas tellement confiance en nos services secrets de toute façon. Ouais, puis ça s'est jamais rendu vraiment à nos oreilles, puis il exagère. Après ça, mandate l'ancien gouverneur général David Johnston de faire ça. Tout le monde dit qu'il n'y a rien là. Qui dit qu'il n'y a rien là. Tout le monde dit c'est un ami à Trudeau, on va faire un autre rapport. Ramène un autre rapport. Rapport beaucoup plus alarmant celui-là, mais il y a quelqu'un qui le lit qui dit oh, c'est pas grave. Quelqu'un d'autre le lit et dit hey, c'est grave. À suivre, donc, là, la prochaine version, prochain exercice de lecture, Yves-François Blanchet, à suivre. Actualité. On revient au Québec parce que l'entente qui a été conclue là, presque à pareille heure, là, jour pour jour, hier, jeudi soir, entre le gouvernement et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, eh bien, on a de plus en plus des détails là, qui filtrent de cette entente en question parce qu'on n'avait pas beaucoup de détails jusqu'à date à part que on s'était entendu. Non, en fait, on savait rien. Là, ce midi, la Fédération des omnipraticiens, dans une volonté, en tout cas dans un effort de démontrer de la bonne volonté au gouvernement et au public, a dit, nous, là, on perd pas de temps à mettre en application la nouvelle entente. On la présente, c'est adopté hier en fin d'après-midi. On la présente à nos membres dès ce midi. Donc, même pas 24 heures après. Oui, puis là, on a appris via tout ça que la somme de 120 $ qu'on donnait dans la première entente là, qui a échu, je le rappelle, là, à la fin du mois de mai, c'était 120 $. Là, ça passe à 100 $, là, la somme, la prime qui est offerte aux docteurs qui voient par le gap des patients. En fait, qui prend en charge. C'est le 120 $ qui prend en charge un patient. Là, on baisse de 120 à 100. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, mais on a-tu vraiment tout fait ça pour 20 $? Est-ce que vraiment Christian Dubé, on dit, a tenu son bout pour 20 $? Là, Christian Dubé a publié un message cet après-midi, et là, il y a une nuance. Oui. C'est que le 100 $, le 120 $, tu prenais un nouveau patient, tu le mettais sur la liste de ton GMF comme étant pris en charge, tu avais le 120. Voilà. Là, maintenant, le 100, d'abord, le montant est réduit, mais le 100 n'est pas versé automatiquement. La moitié pour la prise en charge, la moitié pour un premier quand rendez-vous. Tu vas avoir exactement, quand tu vas avoir vu le patient. Et ça, on l'avait su, là, que Christian Dubé, des affaires qui le fatiguait, il disait hey, moi, là, j'ai payé des 120 $ pour des gens qui ont été pris en charge. Donc, M. Alexandre Moranville-Ouellet a besoin Enfin, j'ai un médecin de famille. Ben, tu n'avais pas médecin de famille. Tu étais associé à un groupe de médecins de famille. Donc, tu avais accès à un médecin. Tu n'avais pas un médecin de famille, mais tu avais accès à un médecin de famille. On m'annonçait ça, puis là, je me réjouissais. Tu étais sur une liste. Tu recevais une lettre. Tu disais que tu étais sur une liste. Mais la journée que tu es malade, ben là, il n'y a personne. Pas de rendez-vous, personne de disponible. Occupé. Et donc, Christian Dubé s'est rendu compte qu'il y avait des patients pour lesquels il avait payé le 120 $ pour la prise en charge et que le patient n'avait pas réussi à avoir un docteur. Ouais, on se comprend que c'est frustrant. C'est frustrant pour le patient et c'est frustrant pour le ministre qui se dit hey, là, moi, je viens de payer un beau 120 $ pour rien. Là. Je viens de prendre de l'argent public, j'ai mis 120 $, je l'ai donné au médecin en échange de rien. Donc là, on diminue le montant, mais on en met la moitié qui va être versée strictement lorsque le patient aura été vu. Donc, dans le fond, c'est le 120 est devenu 50,
mais avec un autre 50 qui va être versé lorsque le patient va avoir été vu. On peut parler d'une victoire quand même pour Christian Dubé là-dessus? Une avancée. Ouais. Il y a une certaine victoire pour les médecins qui ont quand même réussi à faire sortir le chéquier de Christian Dubé. Peut-être certains diraient, c'est ça, quand t'as l'impression que des deux côtés, il y a une certaine victoire, c'est peut-être ça une bonne entente. Ouais. Mais, puis bon, je pense que Christian Dubé avait l'opinion publique de son bord. Je pense pas que les médecins avaient l'appui de l'opinion publique en même temps. Christian Dubé vit avec la pression que ça n'a pas de bon sens. Il y a du monde qui sont à l'urgence. Il y a des gens qui étaient... Dans la semaine passée, on nous parlait, puis au début de la semaine, de gens qui étaient à l'urgence pour des rendez-vous, des suivis ordinaires, là, qui auraient dû être vus dans un GMF en quelques minutes. Passaient 13 heures à l'urgence, 15 heures à l'urgence. Oui, parce qu'il y avait des médecins qui s'étaient désengagés. Maintenant, il n'y avait plus de primes. Il offrait plus de primes. Il offrait plus les rendez-vous du GAP. Fait que le nombre de rendez-vous au GAP est passé de 20 000 à 5 000. Puis là, les prochaines semaines, on s'en allait vers 2-3 000 parce que les médecins... Plus de primes, plus de rendez-vous disponibles. Ils rendaient plus de plage horaire disponible dans le... Certains médecins le faisaient encore parce que c'est pas tombé à zéro. Là. C'est tombé à 2, 3, 4, 5 000. Donc, il y a des médecins qui offraient encore des plages. Mais il y a des médecins qui ont dit carrément plus de primes, plus de rendez-vous. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Sinon, les yeux se tournent vers Longueuil alors qu'on a appris dans les derniers jours qu'il y a un campement clandestin, campement d'itinérants qui s'est installé dans la municipalité de la Rive-Sud et qui était... Yves Poirier, ce matin, disait... Mario, il disait, en ondes, on approche du moins un village. Ah, c'est beaucoup de tentes. C'est vraiment beaucoup de tentes. Ouais, c'est comme une espèce de... Ils sont tous ensemble en rond, une espèce de petit milieu de vie, comme si on avait créé un petit village dans la ville, un petit village de tentes dans la ville. Oui, puis qui s'est installé tout près de la halte du coin, qui est une ressource d'aide aux personnes en situation d'itinérance, justement, qui était dans une espèce d'église désaffectée où on s'est installé. Le problème, c'est que la ressource a débordé. Puis c'est un débordement... visible, je vais le dire comme ça. Hein? C'est comme si ton local, le bâtiment, c'était un verre, puis il a débordé partout autour. Puis partout autour, qu'est-ce que c'est devenu? C'est un village de tentes, ni plus ni moins, de personnes en situation d'itinérance qui s'étaient installées là. Le problème, c'est que ça vient... Oui, bien sûr, c'est des gens qui sont vulnérables, qui ont besoin de trouver un endroit où essayer d'exister, mais quand ils se rassemblent en grand nombre dans un endroit, il y a souvent des événements qui sont absolument malheureux. Et c'est ce qu'a reconnu le directeur général Pierre Rousseau de cette halte du coin, qui a dit qu'ils allaient déménager, ni plus ni moins, Mario, déménager pour s'en aller ailleurs puis essayer de faire diminuer la pression puis l'espèce d'affluence qu'il y a dans le coin. Parce que, t'as des gens qui sont des sans-abri paisibles, c'est clair. Mais tout le monde reconnaît, il y a eu des événements de violence, il y a eu des attaques au couteau dans ce campement de tentes-là. T'as de la consommation en masse de stupéfiants, de la vente de stupéfiants, et t'es un jet de pierre d'une cour d'école. La cour d'école est juste en arrière, elle est juste là. Voilà. Ça fait réagir les parents, ça inquiète les parents. Puis, je pense qu'il y a aussi une impression que c'est pas fini, parce que la mairesse Plante tolère plus les campements. Elle les fait démanteler. Mais si tu fais démanteler ton campement, là, mettons, que t'étais pas loin du pont Jacques-Cartier, là. Tu prends ton camp, tu traverses le pont à pied. T'es rendu à Longueuil, là. Oui. En une demi-heure de marche, t'es rendu à Longueuil, là. Ah non, parce que c'est un problème, on se comprend. Tant qu'on ne sera pas capable de gérer l'itinérance, tant qu'on ne sera pas capable de sortir des gens de la rue, de leur trouver des logements, elle se déplace, là. Ces gens-là ne vont pas arrêter d'exister. Est-ce que Longueuil, si Montréal interdit l'installation des tentes, l'installation des campements, est-ce que Montréal va devenir... Pas Montréal, mais est-ce que Longueuil va devenir... Parce que dans le campement, là, les gens, tu sais pas tous d'où ils viennent, mais l'enquête rapide qu'a fait Yves Poirier, qui est allé sur place, il y en a plusieurs qui viennent. Il y en a plusieurs qui le disent, puis il y en a plusieurs qui parlent, qui viennent de Montréal. Donc, c'est pas nécessairement des gens de Longueuil ou des environs de la Rive-Sud qui se ramassent au campement de Longueuil. C'est des gens chassés de Montréal qui se ramassent au campement de Longueuil. Je sais pas ce que la mairesse de Longueuil va dire de ça. Elle a déjà annoncé qu'il y allait avoir un plan de match dévoilé lundi, dans les prochains jours. Là, j'ai entendu parler de lundi pour un plan de match. Mais on sent quand même là, que c'est un problème dont elle se serait bien passée. Tout savoir en 24 minutes. Sinon, ce matin, on apprenait que presque un an, jour pour jour, après une méga opération pan-canadienne de lutte contre le trafic d'armes à feu. Je rappelle, il y a à peu près un an, on avait mobilisé des policiers par centaines et par centaines d'à peu près tous les corps policiers différents possibles dans le pays pour agir dans 8 provinces canadiennes différentes
en même temps pour aller saisir une espèce d'arsenal de 440 armes à feu, une cinquantaine d'imprimantes 3D qui servent à imprimer ce qu'on appelle maintenant dans le jargon de la rue des ghost guns, hein, des fusils fantômes qui n'ont pas de numéro de série, qui sont en partie imprimés avec des imprimantes 3D. Ça avait été des grosses perquisitions, mais aujourd'hui, un an après, c'est des suspects, là, véritablement, qu'on arrêtait après les perquisitions. 13 suspects différents, puis qui ont été là, faits dans toutes sortes de municipalités du Québec. Là. On parle de Montréal, Berthierville, Repentigny, Gatineau, Québec, Saint-Calix, New Carlisle. Toutes des municipalités dans lesquelles on a frappé encore. Donc, ça fait du bien de voir que quelque part... Ils ont saisi, ce que je voyais, ils ont saisi quand même du gros stock en termes d'armes à feu encore. Ah ouais, du gros stock en termes d'armes à feu. Puis c'est la même chose aussi sur la rive nord de Montréal. On est allé chercher là, un homme qui avait non seulement, lui, fait des armes 3D, là, donc il y avait toutes sortes d'imprimantes 3D chez lui, mais également accusé d'avoir fomenté la haine envers la communauté juive. Et chez lui, tu sais, c'était là, des grosses imprimantes 3D. On dit que le camion qu'on a utilisé là, pour la perquisition, le gros camion cube, on l'a rempli au grand complet. Là, de matériel. La police, ils ont été là 12 heures de temps à en prendre du matériel puis à l'enlever. D'ailleurs, c'est là qu'on a appris quinzaine d'imprimantes 3D, puis une arme à feu artisanale de 9 mm, donc une espèce de calibre standard, si on veut. Le modèle, j'ai fait le saut, Mario, le nom du modèle de ce fusil-là, c'est Fuck Gun Control. Abat le contrôle des armes. Quand même. Ouais, disons que c'est un nom qui est assez évocateur. Donc, quand même rassurant de voir qu'il y a des perquisitions, il y a des arrestations qui se font en termes de lutte aux armes à feu. On a longtemps eu le sentiment qu'on était impuissant face à ça, là, ici au Québec, mais dans le reste du Canada. Au moins, on voit que la police est sur le cas. Le Monde. Beaucoup d'actions sur la scène internationale aujourd'hui. Commençons par les États-Unis. Alors que la Cour suprême américaine, cette semaine, là, dévoilait toutes sortes de jugements. Là, parce que la Cour suprême aux États-Unis va accueillir plein de différentes causes, vont rendre leur jugement comme... En fin de saison. En fin de saison, c'est littéralement ça. Vont rendre toutes sortes de jugements. Hier, ils parlaient d'avoir là, gardé là, la protection de la pilule abortive, donc qui n'était pas bannie là, des différentes pharmacies et magasins des États-Unis. Mais là, c'est une autre décision beaucoup plus controversée, j'ose croire, aujourd'hui, qu'a pris la Cour suprême, c'est-à-dire qu'ils ont renversé l'interdiction des bump stocks. Hein? Les bump stocks, c'est ces espèces de crosses spéciales qui sont installées sur des fusils ou qui peuvent être mises sur des fusils qui sont semi-automatiques, puis qui, dans le fond, avec l'espèce de mouvement de recul quand ça tire, vont multiplier le nombre de balles que tu vas pouvoir tirer. Prendre une arme semi-automatique et d'en faire proche une mitraillette, une arme automatique. 9 balles par seconde, ça devient à peu près une mitraillette. Là. De manière grossière, ça devient une mitraillette. Et ça avait été là, interdit aux suites de plusieurs fusillades, dont celle du 1er octobre 2017, le massacre de Las Vegas. C'est le pire massacre de l'histoire américaine moderne. Là. Puis on parle des États-Unis. Donc la Cour là. suprême a interdit, c'est-à-dire a annulé l'interdiction de ce type d'équipement-là. Absolument. S'il y avait une interdiction depuis 2018, ceux de la police des armes à feu, le ATF, le Bureau de l'alcool, du tabac, des armes et des explosifs, avait le droit là, d'aller perquisitionner et d'arrêter du monde qui avait ça. Ils renversent cette décision-là. Au nom de la liberté. Ouais, puis c'est une décision partagée. Hein. C'est les 6 juges conservateurs qui ont décidé de voter ça contre les 3 progressistes qui se sont montrés en dissension à la décision. Puis attention à ceux qui voudraient dire « Ah, ben là, c'est du monde, là, tu sais, c'est clairement les gens de Trump qui ont fait ça. » Oui, mais c'était une interdiction qui datait de Trump. C'est Trump qui avait mis ça en place, aussi étonnant que ça puisse paraître, cette interdiction, donc des bump stocks, parce que, je veux dire... Donc, c'est pas une politique des démocrates, c'est une politique mise en vigueur par Donald Trump après la tuerie de Las Vegas. Qui est invalidée par des juges conservateurs à la Cour suprême, et sais-tu pourquoi? C'est ça, moi, c'est là que ça me jette, honnêtement, en bas de ma chaise. Ils disent... Même si on comprend que ça tire beaucoup de balles, je résume à peu près, ils disent « Nous considérons qu'un fusil automatique équipé d'un bump stock n'est pas une mitraillette parce qu'il ne peut pas tirer plus d'un coup par simple pression de la détente. » Ils expliquent que c'est pas le fait de cliquer. Si tu cliques, théoriquement, ça tire juste une balle, c'est pas une mitraillette. Puis le bump stock, c'est le bump stock après qui va relancer plein de balles. Mais comme c'est pas plus qu'une balle par gâchette, ben c'est pas une mitraillette. Essentiellement, c'est ça, le raisonnement de la Cour suprême, aussi fou que ça puisse sembler pour les pays qui ont un meilleur contrôle. Ouais. Je trouve ça simple, sincèrement. C'est basé sur le fait que le droit à une arme est un droit si fondamental dans la Constitution américaine, et ça pour des raisons absurdes.
Parce que c'est basé sur une époque où les Américains considéraient qu'il fallait se défendre. En étant une colonie. C'est ça. Puis une colonie qui devait se défendre elle-même contre les Britanniques. Et, à une époque où les armes, ce sont des mousquets, essentiellement. Vous essayerez de faire une tuerie de masse avec un mousquet quand ça vous prend quelque chose comme 40-50 secondes, recharger votre fusil pour une balle. On se comprend qu'à cette époque-là, c'était pas la même game. On va se le dire. Non, c'est ça. Donc, à cette époque-là, on a mis des choses dans la Constitution. Puis aujourd'hui, on les maintient, alors que tu te dis, mais c'est parce que pour protéger le pays, là, t'as l'armée la plus forte du monde, là. Oui. Fait que t'as pas besoin d'avoir tout le monde chaque avec un gun. citoyen qui habite en banlieue, dans un bungalow, armé jusqu'aux dents, pour protéger le pays. Non. Puis encore là, d'accord, maintenir le fait. Il y a personne là, qui s'est attaqué au droit aux Américains à avoir un fusil. Mais est-ce que quelqu'un a besoin d'avoir une crosse modifiée qui te permet de tirer 9 balles seconde? Oh, j'abandonne. Le Monde. Puis je reste dans les histoires américaines parce qu'aujourd'hui, c'est un anniversaire, Mario, l'anniversaire de quelqu'un. Bonne fête, Donald. On pourrait le chanter, effectivement. C'est l'anniversaire 78 ans de Donald Trump. Je n'ai pas été invité à Mar-a-Lago pour aller fêter ça. Il doit y avoir un beau party ce soir à Mar-a-Lago. S'il m'avait invité, je serais allé. Ben oui. Honnêtement, j'aurais pas voulu. Je suis sûr qu'on mange bien à Mar-a-Lago. Je suis sûr qu'on mange bien à Mar-a-Lago. Non, mais c'est l'anniversaire de Donald Trump. Et là, c'était comme la foire aujourd'hui aux frasques des deux candidats présidentiels à la prochaine élection. Du côté de M. Trump, il a participé à une entrevue qui a été diffusée aujourd'hui dans laquelle il sort, pour vrai, là, ça peut pas être le plus gros cliché. Quand on parle de quelqu'un qui est raciste, souvent on fait une blague, on dit « Ah, je suis pas raciste, j'ai des amis noirs ». Mais M. Trump a littéralement dit ça dans une entrevue. Il s'est défendu d'être raciste en disant les gens qui me traitent de raciste, ça se peut pas parce que j'ai beaucoup d'amis noirs. Si j'étais raciste, ils ne seraient pas mes amis. Bon. Donc ça ressort mal quand même de dire ça en entrevue. Ça, c'est du côté de M. Trump. Soyons équitables, parlons de Joe Biden, qui est déjà... Il est fatigué en Italie, là. Il se fait critiquer pas mal lors du G7 en Italie. Des gros voyages comme ça le fatigue. Puis tu sais, c'est des fois avec raison, des fois avec moi. Tu sais, il y a eu des images où on comprend... Hier, c'était tricky. Il avait l'air perdu, mais là, on a su après coup il parlait qu'un parachutiste qui était pas dans... Tu sais, la caméra coupait à qui il parlait. Ouais. Fait qu'il avait l'air comme d'un vieux monsieur perdu dans le champ, mais il parlait vraiment... Qui tourne le dos aux autres au moment de la photo puis qui regarde dans le vide. Mais il regardait pas dans le vide, il regardait quelqu'un. Mais quand la première ministre italienne l'a ramené, Mme Meloni, il avait quand même l'air un peu perdu. Tu sais pas, il se retourne, il a quand même l'air un peu figé, perdu. Ouais, puis il y a d'autres images. Tu sais, il donne la main à quelqu'un sort la main, puis il reste comme ça, figé, tu sais, comme un pantin avec la main. Puis à Mme Meloni, parce que là, il y a quelque chose où tu vas nous amener. À Mme Meloni, hier, quand il est arrivé, il est accueilli par la première ministre italienne. Il l'embrassait un peu sa tête, comme il fait souvent avec des enfants, là, avec des ados, puis tu les embrasses sur le coco. Mais d'après moi, une femme première ministre d'un pays... Tu n'es pas supposé faire ça. T'es un peu plus grand qu'elle, t'embrasses pas, en tout cas, spontanément, je l'embrasserais pas sur le coco. Non, spontanément, je l'embrassais pas sur le coco. Faut mais là, pas que ça devienne une habitude. Parce que là, l'habitude du coco revient. Parce qu'aujourd'hui, c'est coco contre coco. C'est coco contre coco qui a fait ça, puis pas avec n'importe qui. Le souverain pontife, le pape, le chef du Vatican, Mario, et de l'Église catholique romaine, qui s'est déplacé, qui est au G7, qui est encore plus vieux que M. Biden. Il a 87 ans, le pape François. Et là, ben... Amené dans un fauteuil roulant. Roulant, des ennuis de santé. Et là, roule, puis tout le monde lui fait... c'était une question qu'on se posait tantôt, puis j'ai vu, les autres lui donnent comme une espèce d'accolade, si tu veux. Là, vont lui donner comme une espèce d'embrassade d'un bras, comme ça, sur le côté. Donc, je pense que c'est permis de toucher le pape, contrairement à certains souverains, par exemple. Mais là, il arrive, puis il se penche, il met comme sa tête. Peut-être qu'on peut voir des images de tout ça, alors qu'il approche sa tête... très, très, très près. Là, non, mais ça touche. Là, moi, j'ai vu... et ça, sur des photos, son front touche le front du pape. Ouais, puis le pape a l'air mal à l'aise. Là. Bizarre. Comme bizarre, c'est comme mon oncle, qu'est-ce que tu viens faire ici? Alors non, vraiment, c'était assez étrange, merci, comme interaction qu'on a faite là-dedans. Le Monde. Puis en terminant pour cette tournée internationale, ben, on va parler d'un tout petit peu de la famille royale, alors que Kate Middleton a fait une première sortie, disons, sur les réseaux sociaux à l'aube d'une autre, vraie sortie en public, première apparition officielle qu'elle va faire samedi pour la parade de l'anniversaire du roi. Kate Middleton, je rappelle, a annoncé là, il y a plusieurs mois être atteinte d'un cancer, avait expliqué donc commencer des traitements de chimiothérapie et a fait donc une publication pour faire une espèce de bilan d'où elle est rendue, explique qu'elle n'est pas encore sortie du bois, que ses traitements avancent positivement, mais comme elle
l'a rappelé, hein, pour ceux qui ont déjà vécu ça. La chimiothérapie, c'est pas une partie de plaisir. Il y a des bonnes journées, des moins bonnes journées. Donc, c'était une publication quand même un peu rassurante. Mais disons que c'est la ligne qui fait le tour du monde. Je suis pas encore sorti du bois avec tout ce que ça veut dire. Là, c'est ce qu'on en retient. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.